Tan petit que danzo, tan petit que danzo, Perue de Franzo, Perue de Franzo. Bonjour Noël, bonjour Claude. Je suis très heureuse Amedididi. de vous retrouver pour cette chronique numéro 2. Alors comme je n'ignore pas que vous vous débordez de beaucoup d'activités, je vais démarrer immédiatement. Donc j'ai préparé les questions un peu différemment la dernière fois. Voilà, c'est ainsi que je le sentais. Donc pour commencer, Ubuntu, qui est un précepte africain qui signifie je suis parce que nous sommes. Est-ce que cela signifie que tant qu'une masse assez conséquente de la population ne sera pas éveillée, unifiée, nous sommes dans l'inconfort de peut-être vivre encore des lois plus puissamment liberticides? Euh, Concrètement, bien, nous sommes enchantés aussi de nous retrouver. La vertu du je suis parce que nous sommes, c'est que c'est pour bien montrer l'altruisme. Mais l'altruisme, c'est-à-dire aimer son prochain, aimer l'autre, et n'a de sens que quand le sujet est devenu mature. C'est-à-dire que le je suis parce que nous sommes n'est qu'une histoire de papillon qui repère que le papillon n'est pas dupe, que nous sommes. C'est pour ça que je suis. Mais quand les humains utilisent ça en mode appartenance, ils fonctionnent encore en mode chenille. Et le mode de fonctionnement en mode chenille, même s'il paraît très généreux, il est encore en conflit avec ceux qui ne le seraient pas. Donc c'est encore une guerre. C'est la guerre des pacifiques qui font la guerre pour avoir la paix. Mais ça n'a pas, donc ça n'est pas résolutoire. Donc quand on voit une vingtaine d'enfants, puisque ça fait référence, je suppose, à l'anecdote de ces enfants qu'un ethnologue veut étudier et qui leur dit j'ai mis au bout, là, au pied de l'arbre, une corbeille de fruits et de bonbons, et au top départ, vous courez, et le premier arrivé aura les fruits et les bonbons. Et les voilà, il fait top départ. Et les voilà partis, ils se prennent par la main, ils courent les uns et les autres, et ils arrivent tous ensemble. Et c'est là que, donc voilà, donc c'est magnifique, bien sûr, c'est très émouvant, et c'est là que l'ethnologue dit, mais pourquoi aucun de vous n'a couru plus vite que les autres pour avoir tout le panier? Et là, à ce moment-là, ils répondent en chœur, mais c'est parce que je suis, parce que nous sommes. Alors, c'est très émouvant, mais ce sont des enfants qui le disent, mais parce que ces enfants-là sont le fruit d'une éducation puissante. Ça veut dire que leur génitrice, elle est papillon. Et qu'elle leur a signifié que s'ils sont assez cons pour vouloir avoir le panier, c'est qu'ils sont restés au mode du verbe avoir. Et c'est leur mère qui a montré qu'elle, elle sait que c'est à être citoyenne du monde, qu'elle est avec la joie de courir avec les autres. Et donc, je vous jure que si ces enfants n'avaient pas été éduqués, si ces enfants n'avaient pas été éduqués par leur mère, c'est-à-dire si leur mère n'avait pas incarné le je suis parce que nous sommes, aucun enfant ne connaît et ne vit ce confort à être parce que nous sommes. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu un enfant naître papillon. Ils naissent tous chenilles, et même s'ils sont, oui, mais moi je suis le fils de la gentille papillon, et je te pète la gueule si tu ne le comprends pas. Voilà, et bien ça veut dire qu'il est encore en mode appartenance. C'est pour ça que n'essayons pas d'aboutir au résultat que nous escomptons. Contentons-nous de nous donner les moyens d'être ce que nous voulons être. Et quand nous sommes à plusieurs à nous repérer papillons, eh bien nous papillonnons. Et à ce moment-là, nous serons en situation de confort. Mais dans cette phrase je suis parce que nous sommes, beaucoup de personnes se fascinent sur le nous sommes, comme si c'était justement le groupe d'appartenance que créent les enfants quand ils se tiennent par la main. Donc ça, c'est une belle métaphore, comme un tableau animé qui est très joli, qui est presque angélique. Mais en fait, je suis parce que nous sommes, c'est une phrase que chacun de nous dit pour se concerner lui-même. C'est-à-dire que la personne sait je suis, et voit les autres
considère les autres comme sont, nous sommes. Je suis, je fais partie d'un groupe et je considère que les autres sont, mais chacun à leur niveau et c'est leur responsabilité. Donc je suis parce que nous sommes, ce n'est pas du tout finalement la définition d'un parti fût-il humaniste. Voilà, c'est vu du côté de celui qui commence la phrase et qui dit « je suis » parce que je sais que nous sommes humains, quel que soit le niveau d'éveil de chacun. Alors, je m'inquiète d'être vaniteuse en posant cette question, pourtant je vais vous la poser. Pourquoi je ne doute pas que le Covid soit l'égal d'une grippe, alors qu'une autre personne ne doute pas que ce soit un virus mortel? Donc, ma question, comment est-ce que je peux construire un pont entre nos deux collines? Mais de notre point de vue, un arbre peut cacher la forêt, un train peut en cacher un autre. Et donc à ce titre-là, le Covid n'est qu'une anecdote par rapport à tellement d'anecdotes et les processus écologiques sont dans des tels niveaux de perplexité, de dangerosité et de surprise inattendue que de mon point de vue, il va falloir rester centré sur soi et attentif à soi. C'est vraiment l'affaire de chacun. Et donc, le Covid, c'est une maladie qui n'est pas plus mortelle que les grippes qu'il y a eu avant. Et c'est vrai que, de mon point de vue, la priorité était pour nous que les gens se sachent mortels et que les gens fassent attention à eux. Quand une mère dit à son enfant « Fais attention à toi », à ce moment-là, l'enfant est perplexe, il va dire « À qui ?»« À toi ». C'est-à-dire qu'il y a quand même une légitimité à signifier qu'il y a quand même à s'occuper de soi qui est prioritaire. Ça s'appelle l'autogestion, l'autonomie. Les mères ne disent pas ça, elles l'incarnent, c'est-à-dire qu'elles montrent qu'elles savent s'occuper d'elles. C'est à ce titre-là que l'enfant voit bien qu'elles se mouchent et elles éternuent dans leur coude. Donc, eh bien, l'enfant va se moucher et éternuer dans son coude. Voilà, c'est un clin d'œil, mais je veux dire par là que nous vivons une telle ambiance puérilisante, infantilisante, à tellement plus d'un titre que les gens n'arrêtent pas de prétendre, les dispositifs disent nous pensons à vous, nous nous occupons de vous, nous serons attentifs à vous, mais l'élan est tellement soit vénal, soit intéressé, soit manipulateur, dans tous les cas infantilisant, qu'il n'y a pas de critère que ce soit une incarnation de l'autodétermination. Voilà, donc c'est pour ça que moi je suis attentif à me protéger et je pense que chacun de nous, nous avons intérêt à être attentif à nous protéger et donc les gestes d'hygiène, nous les apprenons quand nous faisons des cours d'hygiène, quand nous nous instruisons et donc les injonctions à l'obéissance telles qu'ils nous sont donnés par les autorités politiques sont des injonctions hautement débilitantes, infantilisantes et auxquelles les humains peuvent croire qu'ils se doivent d'obéir, alors qu'ils ne se doivent pas d'obéir, ils se doivent d'être respectueux et de signaler effectivement que l'injonction est fascisante, et que, bien sûr, que s'il y a une menace de sanctions violentes, il est logique que si quelqu'un vous menace avec un pistolet en vous disant si tu fais pas ça, si tu mets pas ton masque, tu as 135 €, eh bien, vous mettez le masque. Il faudrait être idiot pour dire non, voilà. Mais par contre, dire je mets le masque, mais votre injonction est fascisante. Et votre injonction fait que vous ne m'autorisez pas à me protéger moi, charge à vous de vous protéger vous, puisqu'il vous appartient de gérer votre autonomie, voilà, et il m'appartient de gérer moi, autonome, et à chacun, c'est l'affaire de chacun, ce n'est pas l'affaire de tous. Donc concrètement, il appartient à chacun de nous d'essayer de comprendre, mais en plus, il n'y a pas d'autre choix, hein. Il appartient à chacun de nous de comprendre que chacun ne peut que gérer sa modeste part de colibri.
Et il n'y a pas de possibilité de se débarrasser de cette écologie, de la modestie, du colibri. Voilà. Quand chacun des êtres humains qui aura vu sa mère colibri se colibrisera, eh bien, peut-être que nous serons plus cohérents. De toute façon, nous sommes dans un contexte de terre. La terre, notre espace de vie, va régler ses comptes avec nous de façon tout à fait écologique. Elle n'a pas d'hostilité. La terre n'est pas en colère après nous. La terre vit, voilà, elle se gratte parce qu'elle a des poux. Voilà, et quand elle aura trop de poux, elle va se gratter puissamment et les poux, ils vont en chier. Voilà. Et voilà, les poux, voilà, et les pauvres épouses qui ont des époux chiants, elles ont intérêt à se gratter aussi. Pardonnez-moi, mais du coup, je me questionne. Et si ma mère n'a pas été colibri, alors je suis dans la merde? Oui, vous êtes dans la merde si vous, comme dit Noël, si vous n'acceptez pas d'être orpheline. Si vous acceptez d'être orpheline du vivant ou non de votre génitrice, et que eh bien, vous n'êtes pas obligé qu'elle soit papillon pour conceptualiser qu'elle eût pu l'être. Et donc à ce moment-là, pourquoi ne faire chrysalide que si quelqu'un vous a montré la joie d'être papillon? On peut chrysalider en pardonnant à la pauvre chenille génitrice d'avoir rampé toute sa vie comme une pauvre idiote. Voilà. Et donc c'est pour ça que pourquoi il y a tant de femmes battues? Parce que ce n'est pas des femmes, c'est des filles. Mais elles ont des corps de femmes, hein. Elles sont belles, magnifiques, bien foutues et tout. Mais dans la mesure où elles préfèrent être mal accompagnées plutôt que seules, c'est logique qu'elles se prennent sur la gueule. Puisque quand on est en amour-propre, on préfère être seul que mal accompagné. Et donc, il n'y a pas besoin que maman soit vivante pour devenir une femme. Mais il faut faire le deuil d'une mère. Voilà. Et c'est vrai que, vraiment, quand Noël m'a dit ça il y a pas mal d'années maintenant, qu'elle me dit, mais en fait, finalement, les thérapies s'arrêtent quand les gens préfèrent être des chenilles qui rampent et qui en chient, mais maman est là. Et elle n'accepte pas ces personnes, en dépit des élans de conviction et de détermination hippocratique de vouloir être thérapeutique, mais dit, ah ben non, je préfère ramper et j'y arrive pas, je vais pas bien, hein, je vais pas bien, mais au moins maman est là. Voilà, c'est-à-dire je m'enterre avec maman plutôt que me déterrer seul. Tu vois le merdier? Voilà, c'est l'affaire de chacun. Je m'inquiète qu'à l'heure actuelle, la police soit diabolisée, alors que ce n'est pas la police qui vote les lois. La police a-t-elle le devoir de protéger le peuple? Et que se passe-t-il lorsqu'un policier collabore avec un gouvernement totalitaire? Est-il tenu d'obéir? Est-ce servir ou obéir? Mais là, je pense que beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers, beaucoup d'êtres humains sous le képi, beaucoup de soldats. D'ailleurs, la plupart des films américains, ce sont toujours des policiers ou des gendarmes qui sont toujours en rupture avec la hiérarchie, parce que justement, ils ont choisi des positionnements humanistes de colibri, et qui les a amenés parfois à être vécus comme insupportables, ingérables. Mais parce que, par définition, le colibri est ingérable. Parce qu'il est respectueux et il respecte le contexte, mais il n'obéit jamais. Et donc, effectivement, la plupart des humains, quand ils cherchent un métier et qu'ils trouvent un métier où on leur dit qu'il faut qu'ils obéissent aux règles, puisque le premier paradigme, c'est l'obéissance. Et donc, avec un enfant, quand tu lui dis « viens, attends, mouche-toi, fais ceci, fais cela », donc c'est légitime qu'au début, l'obéissance fait partie des premiers principes. L'obéissance, c'est les lignes et les interlignes de la page blanche. Et à un moment, la mère montre qu'il y a mieux que les lignes interlignes, il y a la page blanche. Et ça s'appelle le respect. Mais là, il faut savoir écrire droit. Mais tu ne peux pas écrire droit si tu ne sais pas qu'il y a d'abord une obéissance à certaines vertus, règles. Et donc, la question de
que nous étions en train d'aborder et qui m'a échappé. Voilà. Je sais plus. Servir ou obéir, la police. Et bien voilà, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'obéir. Quand vous êtes un enfant, vous ne voyez pas d'autre chose. Et c'est pour ça que même les enfants, ils aiment bien se faire obéir aussi. Voilà, ils aiment bien commander, ils aiment bien être les dominants. Voilà. Passer au mode il y a mieux que d'obéissance et le respect nécessite d'avoir fait son travail d'introspection et d'autodétermination. La plupart des soldats sont des gentils garçons et des gentilles filles, et la plupart des militaires et des policiers ils demandent à faire bien. Mais la question pour eux, c'est qu'à un moment, ils ont un conflit entre les crises sociétales dans lesquelles ils sont supposés être un gardien de la paix et un gardien des limites et un gardien d'une cohérence sociétale pour retenir les violences. Mais à ce moment-là, effectivement, ils ne peuvent plus se poser la question, sinon ils deviennent fous. Il faut qu'ils démissionnent. Alors bien sûr que si tous les policiers démissionnaient en disant, mais je pense que beaucoup font des burn-out, beaucoup sont en alcoolisme, en tabagisme, en difficultés existentielles, parce que justement, ils sont perplexes, parce qu'ils savent bien qu'ils ont raison de vouloir défendre un modèle de gardien de la paix, mais en même temps, ils voient bien qu'ils sont instrumentalisés par une hiérarchie qui, elle, veut avoir le pouvoir. Donc, quand leur élan à vouloir être équitable, mais nous le vivons souvent en tant que médecins, quand, par exemple, des patients arrivent en disant « il faut que vous enfermiez notre enfant ». Pourquoi? Parce qu'il est toxicomane. Ah oui, alors? Ah ben il faut l'enfermer. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Ah ben oui, ben d'accord, parlons-en. Et en fait, au moment où les parents se rendent compte qu'il est simplement malade, qu'eux soient malades. Et donc, mais nous, changer les flèches en fleurs avant qu'elles n'atteignent leur cible, c'est notre credo permanent. Et même, il y a des gens qui trouvent que nous sommes fous de chercher du sens alors qu'il faudrait toujours de la sanction. Quand on est policier, on cherche à garder les gens dans le sens. Mais quand les gens vont au contact de la limite, beaucoup d'humains vont dire la barrière m'a électrocuté. Ils ne vont pas dire je me suis électrocuté à la barrière. Et donc ils vont dire les gendarmes m'ont frappé. Ils ne vont pas dire je suis allé me faire frapper avec les gendarmes. Comme les gendarmes, eux, leur mission c'est gardien de la paix. Le fait qu'ils soient instrumentalisés par un N+1, une hiérarchie qui veut l'obéissance du système, alors qu'il y a des critères, il y a des indices tangibles que notre société n'est plus en mode respect. Elle est en mode j'obéis, mais derrière je triche. Beaucoup de gens disent vertu publique, vice caché. C'est-à-dire je fais croire que je suis un honnête homme devant, j'ai une façade très écologiquement et très correcte, je suis vécu, mais derrière, prenons un exemple simple. Si vous allez voir un assureur, il va vous faire un prix. Mais dès que vous êtes son assuré, il va vous augmenter le prix chaque année. Et pour avoir une diminution du prix, il va falloir que vous alliez voir un autre assureur qui, pour vous avoir dans son cheptel, va vous faire un prix. Et si vous allez voir le premier en lui disant « Mais monsieur l'assureur, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous pouviez... J'étais chez vous, j'étais... Mais justement, comme tu es chez moi, je te tombe. » Et donc il faut que je me dégage de mon engagement avec vous, parce que vous ne le voyez pas comme une alliance, papillon à papillon. Vous le voyez comme une cheptélisation. J'ai mes moutons, je tombe mes moutons. Voilà. Et ils me prennent pour un dindon. Tu comprends le drame? C'est un drame. C'est parce que les assureurs ne sont pas éthiques. Ils ont des enjeux et dans leur mode de fonctionnement, ils ne fonctionnent pas. Oui, c'est ça. Ils ne fonctionnent pas de façon éthique. Là, c'est grotesque parce que je le sais, ça, je l'ai vérifié. Je me suis allé voir plusieurs assureurs en disant « Mais c'est vrai ça que après ça monte le coût des choses ?» Oui, c'est vrai. Ah bon? Et alors donc, mais quand même, vous pourriez fonctionner en bon père de famille, par courtoisie, par alliance, par amour.
Comme ça, nous serions en sympathie. Et dire, ah mais non, ah, mais ça, c'est pas au programme. Hein. C'est pas au programme. Ce n'est pas Voilà. le business plan. Voilà. Et donc, nous sommes dans une société vénale. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, je suppose que la plupart des hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est avoir leurs élections suivantes, alors qu'il ne s'agit pas d'être un homme politique qui aura réussi en perdant son élection. Voilà. Alors, nouvelle question. Que se passe-t-il lorsque je me confronte et que le contexte n'est pas loyal ou juste? Dois-je continuer à me confronter? Pas dans le sens de affrontement, dans le sens de poser du dialogue et me mettre en mots. Donc, dois-je continuer à me confronter au risque que mes droits et mon intégrité ne soient pas respectés? Comment puis-je rester une femme honnête ou une honnête femme? Et pour être une femme honnête, il s'agit effectivement de se confronter. Quand le contexte, à l'évidence, n'est pas loyal, s'en rendre compte. Et il faut trouver les mots pour le dire. C'est-à-dire trouver l'art de dire, de mon point de vue. Moi, quand je dis à mon assureur, là, vous n'êtes pas honnête, mais je compatis, puisque vous, votre business plan, c'est d'avoir des clients. Mais eh bien, je lui dis, bien sûr qu'il va falloir que je trouve un autre assureur. Mais rassurez-vous, je compatis et je vais prier pour vous. Et je reviendrai dans 2 ans parce que vous voudrez me revoir dans votre cheptel. Mais je suis quand même triste puisque je me rends compte que j'ai affaire à des chenilles processionnaires, urticariennes, et que je n'ai pas affaire à des papillons. Et donc, à la question, c'est si vous vous mettez en obligation de résultat par rapport à l'ambition que toutes les chenilles soient papillons et que tous soient colibris, eh bien, vous devenez fachocono, quoi. Vous devenez fascistement antifasciste, violemment anti-violente, féministement anti-femme. Alors que si vous vous mettez en obligation de moyens, à ce moment-là, vous énoncez le deuil. Vous énoncez le deuil. J'ai peur, cher ami, que je vous aime beaucoup, mais vous n'êtes pas à la hauteur de mon alliance. Finalement, ce que vous dites là, à propos du fait de comment vraiment à la fois rester une honnête femme et ne pas me positionner de façon sacrificielle si je me confronte à un contexte qui fonctionne de manière éminemment et évidemment déloyale. Il me semble vraiment important, comme dit Claude, que vous continuiez, que nous continuions à nous confronter, à trouver les mots et à réfléchir. Donc ça s'appelle, ce que je viens de décrire, pour moi, c'est l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultat. Et il me semble, sans moi-même vouloir fonctionner de manière angélique, que nous dégagerons ce que Paul Václavic appelait, ce qui est toujours appelé dans ses livres, la troisième solution, qui est une solution innovante, créatrice, et à laquelle nous n'avions pas pensé, qui est ni oui ni non, et qui est autre chose que le oui et le non. Et pour trouver cette troisième solution, décrite comme telle, c'est vraiment d'abord en acceptant de se confronter. Et nous la trouverons, cette troisième solution. Puisque lorsque nous nous confronterons, lorsque nous nous serons mis en mots, ensuite nous nous dirons par exemple, parce que se mettre en mots est une position dans laquelle nous voulons fonctionner de manière humble. Donc, lorsque nous allons nous mettre en mots et que nous ne trouverons pas par nous-mêmes la solution en confrontation avec ce contexte-là, à ce moment-là, nous nous mettrons à chercher à comprendre avec d'autres personnes qui regarderont avec nous la problématique sous d'autres angles. Et c'est ainsi que nous forgerons la troisième solution. Elle existe. Souvent, je me dis qui cherche trouve, et le petit colibri pousse son petit bec en moi. Voilà. Alors, être résistant dans la dernière guerre, ce n'était pas se confronter, ni démissionner d'ailleurs. Alors, c'était quoi exactement être résistant? Mais être résistant dans la dernière guerre, c'est parce que c'était une guerre, c'est-à-dire qu'il y avait une guerre déclarée avec des fusils et voilà, il y avait la guerre.
Et donc résister, c'est quand vous savez que vous êtes dans un système où on ne vous autorise pas à avoir votre propre opinion. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent regarder et même parler à des policiers dans une manifestation en lui disant j'ai peur, cher ami, que vous soyez en train de vous faire un ulcère à l'estomac parce qu'effectivement vous êtes du côté de ceux qui veulent contenir un cri, alors que nous sommes du côté de ceux qui énoncent une parole qui n'est pas un cri, mais une parole signifiante sur le droit à la liberté et à la loyauté. Et donc, de mon point de vue, il y a encore un espace de parole. Par exemple, nous, dans notre pratique, nous avons beaucoup de gens qui se sont beaucoup affectés des violences et des bagarres familiales, hein, tout bêtement, hein, des gens qui se tapent, qui se donnent des gifles, et des enfants qui se bagarrent entre eux dans des fratries et tout. Et donc, quand nous commençons les entretiens de thérapie familiale, enfin les entretiens de système qui veut se soigner et qui se pose des questions pour se mettre en mots, eh bien, souvent, nous arrivons à changer les cris et les violences en mots et en amour. Et donc, ce qui confirme bien que il faut résister à l'idée qu'aujourd'hui, nous n'aurions plus de paroles signifiantes qui soient autre chose que de prendre des armes contre les armes. Je pense que quand Jean Moulin a pris les armes, c'est parce que, enfin je dis Jean Moulin comme un individu générique, quand il y a une guerre et qu'il faut prendre les armes, c'est parce que manifestement l'ennemi ne te demande plus d'obéir. Il te demande de ne plus exister comme sujet. Nous, ce que nous vivons là, sociologiquement parlant, c'est que tout le monde est perplexe. La perplexité est partout, du côté des gendarmes, puisque quand on dit les gendarmes sont violents, le pauvre gendarme qui ne l'est pas, et qui se dit « mais moi j'ai pris plein la gueule », il dit « pourquoi on dit que les gendarmes sont violents ? J'ai envie de péter la gueule à ceux qui disent que les gendarmes sont violents. » C'est pour ça que si lui n'a pas l'opportunité de se mettre en mots, MOTS, obligation de moyens, pour dire, mais finalement, je m'affole que d'aucuns puissent croire que parce qu'ils voient un gendarme coléreux qui arrive au bout et qui pose un acte violent, qu'il est un violent. Et que puisque lui est un violent, si un gendarme est violent, tous les gendarmes sont violents et je ne suis qu'un violent. Donc, vous voyez la déclinaison qui amène à un sectarisme fâcheux. C'est pour ça que, de mon point de vue, tous ces humains-là, quel que soit le camp où ils sont, souffrent puissamment de ne pas se mettre en sens et en mots pour se confronter. Et la résistance, elle est là. Il faut résister à croire qu'il n'y aurait plus de mots. Je vous jure que j'ai souvent entendu des gens « mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? De toute façon, ce mec, tu ne pourras pas le soigner. » Et moi je dis ben « non, je ne pourrai pas le soigner, mais peut-être que lui, il peut se soigner avec moi. » Vous savez, il y a 40 ans, j'étais dans un secteur fermé et j'ai dit à une personne qui s'appelle Monique, je lui souhaite d'être vivante, mais ceci dit, je lui dis, mais elle se suicidait régulièrement. Et elle avait beaucoup d'enfants. Et je lui dis, mais aidez-moi à vous aider. Et 4 ou 5 ans après, elle me dit, vous savez que c'est quand vous avez dit ça que je me suis dit, ah, peut-être ça vaut le coup que j'essaye. C'est qu'au moment où j'ai dit, je peux plus, tu vois, parce qu'elle avait été chapeautée par le clergé, par la doxa, par les gens vont te soigner, tu n'as pas le droit, tu vois, et donc le machisme. Et au moment où moi je dis, tu vois, jeune interne, tout beau, frais, qui sentait bon le sable chaud, et je dis, aidez-moi à vous aider. Elle se retrouve de cul, tu vois. C'est-à-dire, j'étais en position recherche de sens, et c'est elle qui le détenait. Voilà, c'est ça la résistance. Là, actuellement, résister semblerait être désobéir, puisqu'il est demandé dans les médias d'obéir, que les membres de la population obéissent. Donc résister pourrait être apparemment désobéir. Alors que, en fait, la troisième solution, c'est justement non pas de désobéir, mais
de chercher des modalités de respect de soi et d'autrui. Pour moi, actuellement, résister, c'est vraiment chercher en se confrontant comment exprimer que je respecte ce qui se passe, je respecte autrui, tout en me respectant moi-même. Donc ça passe, comme disait Claude, par une mise en mots et par vraiment une volonté de s'expliquer, de se rendre compréhensible et aussi d'imaginer que la personne qui est en face de nous, même si elle se manifeste en vraiment cherchant la coercition avec nous, mais vraiment considérer qu'elle comprendra si je sais m'expliquer suffisamment. Pour moi, c'est ça, résister en ce moment. C'est pas abandonner, bon, j'obéis, tant pis, ils sont trop cons, ou je résiste et je désobéis, tant pis, ils sont trop cons aussi. Non, c'est au contraire, je suis parce que nous sommes, justement. Considérer que les autres qui sont en face de moi sont des équivalents de je suis. Et donc à ce moment-là, je m'explique. Et ça veut dire être responsable. Se responsabiliser à chaque instant. Je suis responsable de moi et je n'ignore pas que chacun est responsable de lui-même. Peut se rendre, Oui. peut se rendre, se vouloir responsable de lui-même. Charge à lui de se le faire vivre. Et je charge à moi de ne pas vouloir le lui imposer, ni même vraiment râler après lui parce qu'il ne se responsabilise pas. C'est la question de l'immaturité et du sadomasochisme. C'est que nous sommes tous responsables, chacun de nous, chaque colibri est responsable de soi. Il se trouve que quand un humain s'ignore responsable, il se vit coupable ou victime. Et il est responsable de se croire victime et coupable. Mais quand il est déterminé à se vivre victime, eh bien, tu peux te rhabiller. Tant qu'un responsable est déterminé à dire « mais c'est la faute des autres », eh bien, nul ne peut l'arrêter, sauf à lui signaler qu'il se place en victime et qu'il dit que c'est les autres qui sont coupables vis-à-vis de lui. Mais que c'est cette position de victime, un peu comme nous l'avions dit, que quand tu trouves que la marmite chauffe trop et que la grenouille que tu es en chie, c'est parce que tu veux rester dans la marmite. Eh bien, tu n'as qu'à sortir de la marmite. Et comme ça, tu verras que la marmite, elle aura plus de sens, puisqu'il n'y aura plus la grenouille à l'intérieur. Donc la soupe à la grenouille, c'est fini. Mais il faut se responsabiliser, et ça, c'est l'affaire de chacun. Quand on n'est pas responsable, on se vit victime et coupable. Et on se culpabilise de se positionner en victime, et on se victimise de se positionner en coupable. Et c'est comme une sorte tu sais, quand une pièce tourne sur elle-même, victime, coupable, victime, coupable. Si tu ne vois pas que tu as les deux faces en toi-même, tu restes irresponsable de toi alors que tu es responsable de toi. C'est ça, être juste, c'est se savoir responsable. Alors, je m'attriste de constater que beaucoup d'humains se désespèrent dangereusement en ce moment. Alors, comment bien se soigner pour espérer, pour préserver l'espoir ? C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que pour espérer, de mon point de vue, il faut, quand on est déjà en position de tristesse et en position de désespoir, c'est qu'on a déjà lâché la rampe. Et donc le problème, c'est que pour réussir à se réapproprier et reprendre la rampe et pour retrouver l'espoir et retrouver donc la peur, puisque la tristesse, c'est le dégât collatéral après la peur. Quand on n'a plus peur, on est triste. C'est pour ça qu'on est toujours anxio-dépressif. On commence par être peur, anxieux, et après dépressif quand on a lâché la rampe de la peur. Donc, il faut revenir à l'instant peur. À tous les cas, voilà. À ce moment-là, si on a compris que la dépression, quand un humain déprime, eh bien, il est foutu s'il ne trouve pas une fonction parentale avec laquelle il puisse régresser. Ça ne peut être que la mère, si elle existe, le père, s'il existe, papillon, colibri papillon. À défaut, un thérapeute, colibri papillon. À ce moment-là, la position dépressive va se signaler comme un vécu d'abandon, de désespoir.
Et là, tu peux réamorcer la pompe de la chrysalide. Et donc, par exemple, pourquoi nous sommes là, nous? Parce que nous nous disons qu'effectivement, en mode de santé publique, peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont tristes parce qu'elles ne savent plus à qui se fier. Et qu'elles se fient à ce petit message qui fait que il y a intérêt à croire en soi. Et si vous vous intéressez à ce que nous disons, vous avez intérêt à comprendre que vous avez intérêt à vous intéresser à vous. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas dupe, qu'il y a du sens et qu'il y a quelque chose à décoder. Au moment où la personne peut se positionner en mode régressif, c'est-à-dire de dire j'entends et je vois et je comprends ce qui m'est donné à entendre et à voir et à comprendre. À ce moment-là, la spirale vertueuse de la chrysalide est possible. Tu peux réamorcer la pompe de la recherche de sens. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, arrive comme une sorte de chasse d'eau. Tu sais, c'est comme tu ouvres un placard où tout est en bordel, tu as fermé, tu ouvres, boum, tout te tombe dessus. C'est quoi? C'est que si tu es mal engagé dans ta hiérarchie professionnelle, mal engagé dans ta hiérarchie de vie privée, que tu as déjà des contentieux à gauche, à droite, c'est comme si tu n'avais jamais fait la vaisselle depuis plusieurs années et que donc il y a du taf. Donc ça veut dire que tu ne peux pas faire l'économie de te mettre en spirale vertueuse. La spirale vertueuse, ce n'est pas un ascenseur pour le bonheur, parce que ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est chaque marche t'amène à la contre-marche. Tu dis, merde, il faut que je lève encore le pied. Mais bien sûr, c'est une spirale vertueuse, c'est un escalier en colimaçon. Et donc, tu marches, et là, tu vas être heureux, heureuse, parce que tu sais que tu t'investis sujet. Tu n'es plus dans avoir du résultat, tu t'investis sujet qui se réalise à être soi. Tu n'es plus dans le faire, contrairement à notre ami là, qui dit le trépied. Pablo Servigne. Mais Pablo Servigne, il met le faire, alors que nous, on met l'être Q. L'être Q, les 3 C, le cerveau, le cœur et le cul. Alors que lui, il met le cerveau, le cœur et le faire. Et la main. Et la main. Mais parce que la main, c'est le faire. Alors que nous, oui, mais bien entendu, il a raison quand il dit que l'autonomie, c'est de savoir faire, hein, autonome. Mais il faut être autonome pour faire autonome. Sinon, tu le vis comme un esclave. Tu te vis esclave. Si tu sais tout faire, mais que tu sais sans être, tu es esclave. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est important le savoir-être. En fait, lorsque vous avez posé la question, et toi Claude, lorsque tu as parlé de l'être devenu papillon, je me suis donné à penser à cette phrase que j'aime beaucoup, même si je n'arrive jamais à savoir l'auteur de la phrase. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Guillaume d'Orange. Voilà. Alors, j'aime énormément cette phrase parce que ça veut dire que, pour moi, elle a à voir avec un être humain qui est autodéterminé, qui s'est autodéterminé en termes qu'il s'est donné à lui sa propre mission, même si sa propre mission, il la lie à un être divin, même s'il la lie à un philosophe. Quelle que soit la personne ou les éléments avec lesquels il se donne cette mission, il n'empêche que lui, il s'autodétermine dans cette mission et il part humblement en fonctionnant et en faisant. Mais quand il fonctionne et qu'il fait, il est. Et il continue d'œuvrer parce qu'il continue de penser qu'il est éthique qu'il continue. Voilà. C'est ce que j'ai aimé hier quand j'ai écouté la conférence de Pablo Servigne à propos de l'éco-anxiété. Comment lui, il se faisait réagir. Je me suis beaucoup étonnée parce que j'ai trouvé pas mal de similitudes avec ce que nous pensons. Mais comme dit Claude, effectivement, il manque peut-être encore qu'il ose dire qu'il y a le cerveau, le cœur, le cul, c'est-à-dire la sexualité, et la main, c'est-à-dire le faire. Bon, il a très bien expliqué que pour lui-même, il a eu beaucoup de mal à se mettre à faire avec ses mains. Mais il a
divulguer vraiment un message de confrontation à ce qui se passe actuellement en termes de crise sanitaire, écologique, commerciale, financière, sociologique, éthique, et que vraiment la façon de pouvoir continuer de vivre est justement, alors moi je le dis avec mes mots, c'est sûrement pas les siens, mais d'accepter de s'y confronter et de se faire réagir pour continuer de se faire exister. En alignant finalement, nous il nous manquait la main dans le fond, hein. Si lui il lui manquait le cul. Mais il faut mettre Voilà. la main au cul. Par exemple. Enfin, ou comme vous voulez. Je me donne l'impression de deux camps diamétralement opposés. Des humains qui ont peur, qui sont en colère, sont prostrés, ou commettent des actes de délation, par exemple, et des humains qui s'autorisent à aimer, à être solidaires, qui s'éveillent, éprouvent des prises de conscience. Partagez-vous ce sentiment ? Et aussi, est-ce que l'humain peut-il enfin apprendre à aimer, à être aimable et aimant ? Alors non, il n'y a pas de l'impression de deux camps diamétralement opposés. Non, c'est la même problématique. Dans une cour de récréation, il n'y a qu'une cour de récréation. Comme les gens y sont immatures, eh bien, c'est la loi du plus fort. Et donc, il y a les garçons qui vont se battre avec les filles, il y a ceux qui aiment le foot qui vont taper sur la gueule de ceux qui n'aiment pas le foot, et il y a les blonds qui vont taper sur les bruns, et ainsi de suite. Enfin, quand tu es en quête identitaire et que tu n'y es pas encore, l'appartenance, c'est dans la similitude. Donc, nous sommes pareils, donc nous sommes ensemble et nous nous battons contre les autres. C'est au moment où tu conçois que l'important, c'est pas d'être avec et pareil que les autres, c'est d'être soi. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que l'urgence, c'est d'être soi, par soi, pour soi, parce que soi. Et donc, le droit à la différence est inhérent à ça. C'est que chacun de nous est original. Nous sommes chacun de nous singulier. Tant qu'il n'y a pas de clone génétique, chacun de nous est original. C'est ce qui fait que nous sommes tous pareils, originaux. C'est la seule chose qui fait que nous avons en commun, c'est d'être tous différents. Donc, quand les gens se bagarrent, quand il y a des camps, c'est parce que leur immaturité font qu'ils croient qu'ils ont des similitudes suffisantes. Ils ne sont pas arrivés à la singularité essentielle du sujet citoyen du monde. Les humains qui ont peur alors dès qu'ils sont en colère, ou prostrés, c'est-à-dire ils choisissent la colère parce qu'ils sont confrontés à une obligation de résultat. Comment être le dominant ? C'est jamais fini, puisque les dominés, ils ne veulent pas être dominés, donc ils veulent passer dominants. Et donc c'est la guerre perpétuelle. Commettre alors, les actes de délation, c'est parce que tu cherches ton camp, parce que tu crois que c'est le non-toi qui est hostile. Peu de gens savent que c'est moi qui me fais du mal à moi-même si je ne suis pas citoyen de moi-même et riche de moi. Comme Noël disait par rapport à Guillaume d'Orange, la joie d'être soi. Humblement. Il ne s'agit pas de dire « Ah, que je suis belle en ce miroir ». Il s'agit de dire « Je suis heureux d'être moi et de toute façon, je m'accepte. Je suis décevant, je suis critiquable, je suis faillible. Mais je sais que je suis aimable, crédible et respectable. À ce moment-là, je peux être perfectible. Je peux m'améliorer. Mais je suis acceptable. » Les humains qui s'autorisent à aimer, mais tous aiment. Mais moi, j'ai entendu des incestueurs, tueurs, incestueurs, qui disaient « Mais j'adore ma fille !» Eh bien oui, mais je ne conteste pas que tu l'aimes, mais l'art d'aimer, c'est plus important que d'aimer, parce que sinon, tu n'as rien compris. Être solidaire, qui s'éveille, éprouve des prises de conscience. Alors, c'est se comprendre, voilà. C'est un processus, c'est une spirale vertueuse. Donc, je ne partage pas de sentiment, c'est une opinion, là, ce n'est pas un sentiment. Est-ce que je le partage ? Non, je l'éprouve et je vous en fais part. Donc, tu vois, dans la question « partagez-vous ce sentiment ?» ça veut dire, quand je vous fais part de cette opinion,
est-ce que vous l'entendez? Est-ce que de votre point de vue, votre opinion est pareille à la mienne? Donc nous nous faisons part que nous pensons pareil. Oui, madame. Voilà, mais peut-il enfin apprendre à aimer? Mais quand le bébé est fusionnel, psychotique, il aime. Et quand l'enfant est accroché à sa maman comme une verrue, comme une moule au rocher, il aime. Et quand le macho pète la gueule de la nana qui veut plus le fréquenter parce qu'à part le foot, rien ne l'intéresse, eh bien, il l'aime. Mais cet art d'aimer est pathétiquement infantile, possessif. Donc, on n'apprend pas à aimer. Il faut se décoder aimant. Comment j'aime? Et est-ce que je sais être aimable et aimant? Voilà, comme apprendre à aimer, à être aimable et aimant. Et bien, il faut s'accepter, soit ça peut être que dans un processus régressif. Avec la mère, si elle est papillon, le père, s'il est papillon, à défaut, un thérapeute, s'il est papillon. Parce que si le thérapeute est assureur, eh bien, il va vouloir s'assurer qu'il va garder sa clientèle. Moi, je connais beaucoup de médecins qui disent « mes patients sont à moi ». Tu vois, comme il disait « mes moutons sont à moi ». Alors que non, un médecin ne dit pas « mes patients sont à moi ». Il dit « ce patient me fait l'honneur de croire que je suis crédible pour qu'il se soigne avec moi ». Vous entendez les 2-3 pirouettes là? Eh bien, le mec il va dire « oh, faites pas chier ». Si, je fais chier tous les constipés, il faut les faire chier. Parce que sinon, ils s'emmerdent. Tu vois, la merde monte. Donc, pour pas qu'ils s'emmerdent, il faut faire chier les constipés. En tant que médecin, mais aussi en tant que citoyen, que pensez-vous tous les deux de ce vaccin que l'on va nous proposer? En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs types de vaccins. Des vaccins qui contiennent un virus inactivé, que je qualifierais de classique. Ceci étant dit, je ne suis pas un virologue ni infectiologue, je suis médecin psychiatre, donc j'ai quand même fait des études de médecine générale avant, mais maintenant je ne fais que m'intéresser à la psychologie médicale, au psychisme des individus, au mien, à ceux de tous les individus. Donc il y a un vaccin qui contient un virus inactivé que je qualifierais de les vaccins classiques, et il y a des vaccins autres dont je n'ai pas retenu le nom des laboratoires, qui contiennent une modification au niveau d'un ARN, et c'est cet ARN qui irait dans nos cellules et qui fabriquerait dans le fond, si j'ai bien compris, le virus qui constitue l'antigène et contre lequel nous, notre corps, fabriquerait également des anticorps. C'est ce que je me suis fait comprendre, mais j'aurais besoin des leçons d'Alexandra Henry Oncode, ou de bien d'autres personnes, ou du professeur Raoult, ou du professeur Perron, ou même du professeur Toussaint. Voilà. Donc, effectivement, les vaccins dont je parle, le non classique, là, je m'en inquiète, puisqu'ils permettraient aux individus particulièrement sensibles de développer la maladie contre laquelle les propres anticorps de l'individu ne seraient pas assez puissants pour finalement non seulement éviter la maladie, mais même participer qu'elle se résilie de façon douce. Et la deuxième inquiétude que je me formule, si vraiment j'ai bien lu ce que j'ai reçu, c'est que l'information génétique serait pour les êtres humains transmissible à la génération suivante. Voilà. Donc je m'inquiète de ces éléments-là. Je me rassure en me disant que pour le moment, la vaccination n'est pas obligatoire et ne serait pas rendue obligatoire. Contre le Covid-19, bien sûr. De mon point de vue, c'est ce que nous disions au tout début, c'est que la santé, c'est l'affaire de chacun, c'est pas l'affaire de tous. Donc il appartient à chacun de se faire vivre. Donc l'idée même d'obéir à un contexte, bien sûr que quand maman dit « mets ton pull au vert, tu vas attraper froid, mets ton bonnet, mets ton cache-nez », effectivement tu obéis, tu fais ça, parce que tu te dis « sinon je vais attraper une maladie du froid, voilà, un rhume et tout », donc tu obéis.
Mais de mon point de vue, quand elle n'est pas là, tu mets pas ton cache-nez, tu chopes le froid et tu dis, j'aurais mieux fait de respecter les propos, puisque en fait, elle ne me demandait pas d'obéir. Si elle avait su me dire, j'ai peur que tu ne saches pas que si tu ne mets pas ton cache-nez, tu vas attraper à frigorer une pathologie infectieuse à frigorer, avec le froid. Parce que les virus vont arriver et puissamment tu vas être malade. À ce moment-là, quand le contexte éducatif est un contexte qui valide le respect et qu'il ne s'agit pas que de se faire obéir, actuellement beaucoup d'enseignants se bagarrent avec leurs élèves parce qu'ils veulent que les élèves obéissent. Alors que les élèves, eux, sont perplexes parce qu'ils disent « j'en ai marre d'obéir à tout, vu le bordel ambiant, je ne sais plus trop qu'est-ce que ça veut dire ». Par contre, l'idée qu'il y ait des émergences de respect et de signaler l'irrespect. Parce que c'est quand tu signales à quelqu'un, vous savez, là, concrètement, vous n'êtes pas respectueux de ce que je suis. C'est pas « vous me respectez pas », parce que si je dis « vous me respectez pas », c'est que je suis susceptible. Si je dis « vous n'êtes pas respectueux de qui je suis », ça veut dire que ton crachat de crapaud n'attend pas la blanche colombe que je suis. Voilà. Et donc, de mon point de vue, dans ce contexte-là, les enjeux éducatifs sont puissants. C'est l'affaire de chacun. Actuellement, pour moi, c'est pas plus intéressant de savoir si on va continuer à utiliser du plastique et à foutre du plastique sur notre terre que à savoir si on va prendre le vaccin. Donc, pour ce qui me concerne, comme je suis dans une tranche d'âge de potentiellement à risque, je sais que actuellement, j'ai pas envie de me vacciner. Moi, je ne me vaccinerai pas. Voilà. Mais pourquoi? Parce que je suis content de compter sur moi. Actuellement, ce qui me fait peur, c'est l'obésité et l'hypertension et et le diabète, tu vois. Mais concrètement, à part ça, après vieillir, j'essaye de rester jeune, donc c'est pas grave. Ça fait partie du schmilblick. De toute façon, je sais que c'est du berceau à la tombe. Il n'y a pas de plan B. Ça, pour moi, c'est une évidence. Donc, je sais que je suis mortel. Je ne suis pas pressé d'en finir. Mais je ne vais pas me battre comme un fou furieux parce que je ne veux pas savoir que je suis mortel. Donc, le vaccin, c'est l'affaire de chacun. Demander à ce qu'il y ait une règle concernant le vaccin, c'est vouloir nous faire tous marcher au pas comme des petits soldats pour ou contre. Et je dis que c'est une erreur. Il faut que ce soit l'affaire de chacun. Chacun doit se dire, moi, mon âme et conscience, je ne suis pas sous curatelle, je ne suis pas sous tutelle, et donc je choisis ce que je veux. Ça s'appelle le colloque singulier, quand une personne à qui je me réfère, à savoir mon médecin, s'autorise à être à l'écoute de moi et me dire, de mon point de vue, cher ami, je pense que vous auriez intérêt à faire ceci ou cela. Et oui, docteur, j'entends ce que vous dites, vous venez de tenir des propos respectueux auxquels je suis sensible et je vais en tenir compte. Bien sûr que ce que je viens de dire, c'est le scénario idéal. 90% des gens vont dire « Eh bien, le docteur, il m'a dit de faire ça, alors je vais le faire parce que je vais lui obéir. » Et voilà, tu es reparti dans le merdier. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont obéir au docteur alors que le docteur est supposé augmenter le nombre de choix possibles. Le docteur est supposé dire, par respect pour vous, je vous signale que vous êtes responsable de vos choix. Donc là, à mon avis, déjà, si vous perdez 40 kilos, ce serait pas mal. Et à ce moment-là, si vous arrêtiez de fumer, ce serait pas mal non plus. Par contre, pour le vaccin, bien sûr que, de mon point de vue, vous avez intérêt peut-être à vous vacciner parce que si vous prenez la goutte d'eau du Covid, ça va vous faire, vous allez vous noyer. Ça va déborder votre vase. Mais de mon point de vue, cher ami, la priorité, c'est que vous compreniez que le pilote de votre avion dont vous êtes le passager et l'avion, c'est quand même vous. Hâtez-vous de piloter, cher ami. C'est moi, je suis tour de contrôle. Donc je vois bien que vous êtes en train de faire des loopings de con, là. Mais vous allez vous louper le looping, là. Donc tu vois, c'est cet éveil de la conscience du sujet responsable. Il y a du taf. Donc vraiment, le vaccin, c'est une péripétie. Voilà, c'est sans intérêt. Voilà. Après, chacun l'assumera à sa guise.
Si il était dit, vous devez vous faire vacciner, eh bien la réponse est oui, je ferai ce que je veux. Donnez-moi le vaccin, je me le ferai tout seul dans ma chambre. Et après, vous vous posez la question, est-ce que je me le fais ou est-ce que je le jette? Et en sortant, vous direz, ça y est, je l'ai fait. Et vous saurez ce que vous avez fait. Le rôle des médecins, c'est d'instruire les gens sur leur choix. C'est pas de les contraindre. C'est pas de contraindre. C'est pas je te soigne. C'est bon pour toi. C'est pour ton bien. Et ça, c'est le fascisme. Je m'inquiète de ne pas être claire dans ma question, mais je vais quand même vous la poser. Je m'affole de ne toujours rien comprendre aux décisions qui sont prises en France, mais aussi dans le monde entier. Je peux m'en étourdir un peu comme lorsque j'ai pu l'éprouver en parlant avec un pervers narcissique pathologique. La pathologie des communications, selon la théorie de Bateson, intègre les doubles langages, les doubles liens, autrement dit le langage contradictoire. Avez-vous ce sentiment aussi ? Auquel cas, quel serait le comportement pour ne pas réagir en pervers masochiste face à ces communications, ces informations? De mon point de vue, vous avez raison. Spontanément, même quelquefois, quand nous écoutons la radio ou que nous avons ouvert la télé, eh bien, nous nous rendons compte que à des moments, nous avons une réaction de pervers masochiste. C'est-à-dire, mais c'est pas possible, tu vois, enfin, mais comment ils peuvent dire des choses, tu vois, et comme si déjà nous essayions de nous démettre de la situation contraignante. Voilà. L'urgence, c'est de se rendre compte que c'est mondial. C'est-à-dire que cette question de la maturation ou de l'immaturité des humains est mondiale. Et il y a des dictateurs, il y a des politiques. Dans tous les pays, il y a des politiques. Et donc la question de l'immaturité des politiques, la question de quel est l'investissement que nous donnons à des processus régaliens comme l'éducation et la santé, c'est mondial. Actuellement, partout, les questions écologiques de cohérence sanitaire vont se poser mondialement. Donc, comme dit Jancovici, là, non. Jean-Marc Jancovici. Oui, Jean-Marc Jancovici, là, nous allons aller de surprise en surprise. C'est pour ça que ne me demandez pas quelle surprise, parce que si vous me demandez quelle surprise, c'est comme dit Bateson, c'est une injonction paradoxale, puisque c'est une surprise. Je ne peux pas vous avertir de la surprise. Sauf que écologiquement parlant, c'est pas sûr que ce soit les climats partout pareil, comme c'est habitué. Voilà, donc il y a des sécheresses que tu t'attends pas et des humidités que tu t'attends pas. Donc c'est terrible parce que nous sommes dans une situation où l'immaturité est mondiale, parce que les humains vieillissent plus vite qu'ils ne maturent. Nous sommes dans une situation où la loi du plus fort est partout, et c'est légitime parce que la vraie maturité, c'est pas de ne pas être le plus fort, c'est d'être juste. En tant que plus fort, si tu es juste, tu es un dominant juste, et tu es attentif au contexte. En tant que dominé, si tu es juste, tu ne cherches pas à être dominant, tu es attentif au contexte. Et donc, de mon point de vue, c'est mondial. C'est pour ça que nous sommes dans une situation, j'ai envie de dire, fascinante. C'est fascinant ce que nous vivons. Nous sommes en train d'assister à une fin d'un monde. Mais ça veut dire que c'est le début d'un autre monde. Quelle surprise! Alors là, excusez-moi, mais les colibris, occupe-toi de toi. À chacun de s'occuper de soi. C'est la bonne façon d'être solidaire entre nous. Nous ferons notre part. N'essayons pas de nous regrouper pour faire un gros colibri, parce que là, on va se retrouver en mode éléphant. Ça trompe énormément. C'est l'affaire de chacun. C'est restons colibris. Nous nous voyons entre colibris. Ah, moi, je n'ai rien à ajouter. Je suis enchantée de ce que tu viens de dire. Ah oui? Mon colibri, chéri.
Oh. Mais tu n'es pas mon colibri, tu es un colibri. Ah, mais je me donne avec toi. Oh. T'as vu, j'ai pas dit je me donne à toi, je me donne avec toi. Mais il faut se méfier de soi. Celle-là, je vais la garder. Tu la gardes pour toi. Ah non. Oui, oui, d'accord, tu fais ce que tu veux. Écoute, démerde-toi, après toi, chacun. C'est toi la monteuse. Hein. Alors, nouvelle question. Je m'inquiète de ne pas comprendre l'urgence d'interdire l'instruction à la maison et de rendre obligatoire l'instruction à l'école. Un parent est-il tenu d'obéir si les décisions imposées ne sont pas conformes à ses propres valeurs ? Mais de mon point de vue, c'est ça la vraie question. C'est que il y a le sanitaire, il y a la justice et il y a la politique et la gestion. Voilà. Il ne faut pas mélanger, il faut bien diversifier. Et c'est pour ça que normalement, il y a une séparation du politique et de la justice. Et donc, les lois sont ainsi faites que les juges sont supposés être attentifs aux lois. Quand l'éducation est supposée être nationalement, c'est l'instruction à mon avis, c'est l'instruction qui est réservée à tout le monde. Et donc, quand des parents envisagent de faire l'instruction, j'ai peur qu'ils investissent l'instruction, ce qui est très sympathique, mais en même temps qu'ils investissent l'éducation. Et l'éducation, c'est les valeurs. Et les valeurs laïques sont importantes parce qu'elles ne sont pas toujours dans les systèmes. Par exemple, il y a des catholiques qui avaient une éducation catholique qui était puissamment sectaire par rapport aux non-catholiques. Bon, c'est la Saint-Barthélemy, il y a 600 ans, mais quand même, ça existait, les guerres de religion. C'était vraiment vrai. Il y a vraiment des gens qui sont morts dans cette violence-là. Ce qui fait que, de mon point de vue, dire c'est intéressant que l'instruction soit publique et que l'éducation soit vécue comme transversale, nationale, à mon avis, c'est intelligent. Qu'il y ait des dispositifs où les parents puissent dire « mais moi, je vais faire l'éducation à mes enfants à la maison », ça s'appelle le CNED, l'enseignement à distance, c'est pas dérangeant. Mais quels sont les critères pour vérifier s'il n'y a pas capture de l'enfance ou peut-être que j'en suis le géniteur? Est-ce que cet enfant m'appartient? Et est-ce que j'ai le droit de le contraindre à mes règles si effectivement, sociologiquement parlant, nous pouvons craindre que ces règles soient fascisantes ou sectaires? Voilà, c'est ça la question. C'est, de mon point de vue, la vertu de la séparation de l'État, du gouvernement et de la justice, c'est que si les juges sont matures et qu'ils sont justes, et qu'il y a un souci par rapport à un enfant qui est privé d'école et qui est privé d'instruction ou privé d'éducation ou qui est dans un contexte éducatif sectaire, il appartiendra à la justice d'instruire l'affaire et de vérifier si c'est légitime ou pas. Donc ça ne peut pas être une loi de contrainte, ça peut être une loi d'éclairage, charge aux juges de faire leur travail. Si les juges sont sont immatures, eh bien, il y a danger qu'ils instrumentalisent les lois pour contraindre certaines minorités qui se veulent en choix de colibri. Mais si les juges sont justes, eh bien, ils utiliseront les lois en respect de cette règle du droit d'instruire les enfants chez les parents. C'est pour ça que, de mon point de vue, il n'y a pas cette loi est bonne ou cette loi est pas bonne. C'est, oui, il y a intérêt à être vigilant à ce que le droit d'instruire les enfants en téléenseignement, enfin
en CNED, enseignement à distance, et de les sortir des réseaux démocratiques, n'aboutissent pas à une sectarisation d'une population. Mais ça, c'est au juge de le voir. Mais donc, ma question, c'est au moment où le juge ne serait pas mature et qu'il instrumentalise une... C'est ça. Donc là, en tant que parent, qu'est-ce que... Eh bien, justement, à ce moment-là, eh bien, la seule façon, c'est de faire appel, en un. Deux, c'est de dire, eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons quitter ce pays et partir dans un autre pays. Et puis, c'est de se décaler. Mais voilà, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de la marmite. Il n'y a pas d'autre. Après, nous, ce que nous pensons, c'est que nous ne désespérons pas que l'école de la magistrature aide les juges d'aujourd'hui et de demain à être justes, c'est-à-dire à être colibri, c'est-à-dire à être mature, à être en obligation de moyens, pas de résultats, à aider à ce que chacun soit responsable de soi et pas soumis à la doxa et à l'autorité politique. Mais ça, c'est une école, ça s'appelle l'École nationale de la magistrature. Donc heureusement que les magistrats de demain et d'aujourd'hui sont passés par une école. Sauf que si cette école est infiltrée d'un dispositif où il s'agit d'être contre quelque chose, alors qu'il faut être pour le colibri, tu vois le merdier. C'est-à-dire qu'on peut craindre qu'il y a certaines radios qui sont pro-gauche ou pro-droite, et que l'école de la magistrature soit pro-droite ou pro-gauche. Et donc, ce qui fait que tu te retrouves que même chez des gens qui sont supposés justes, tu te retrouves avec des passionnément sadomasochistes qui se veulent dominants plutôt que dominés et qui ont vraiment un vécu de cours de récréation, de bagarre sociologique. Et donc, à ce moment-là, eh bien, tu ne peux que faire le travail de deuil et de te confronter en disant « j'ai bien peur qu'effectivement vous ayez choisi un camp ». Et donc, quand vous choisissez un camp, vous êtes déjà un dominant ou un dominé, mais vous n'êtes plus un juste. Pour être juste, il ne faut pas choisir de camp. Il faut être citoyen du monde. C'est sans pitié. À présent, s'il vous reste encore un peu d'énergie, je vais vous lire les questions que nous avons reçues, qui nous ont été envoyées par mail. Alors, une question de Chloé, qui demande « Qu'ont-ils pensé du film Hold Up ? Quelles émotions se sont-ils fait vivre s'ils l'ont vu ? Et que sentent-ils dans ce documentaire ?» Pour ce qui est d'Hold Up, pour nous, le seul drame de Hold Up, c'est de voir qu'il y a des gens intelligents qui pensent différemment d'autres gens intelligents qui pensent différemment d'autres gens intelligents, et que, effectivement, nous ne pouvons que nous affecter de voir qu'il y a des guerres de position, c'est-à-dire que dans des thématiques aussi essentielles que l'économie et que la santé et que la gestion sociologique, eh bien, il y ait des positions où il y a des gens qui traitent de stupides d'autres, il y a des gens qui traitent de stupides d'autres personnes. Et de mon point de vue, c'est ça qui est fâcheux, c'est que dans Hold Up, il y a une vraie signification qu'il y a intérêt à respecter les gens et à donner du sens, plutôt que d'à contraindre les gens et dire que ceux qui ne pensent pas comme nous sont idiots, ou que c'est absurde, et surtout de ne mentaliser que des sanctions. Voilà. Et pour moi, la vertu de Hold Up, c'est celle-là. Après, comme je pense que nous l'avons déjà dit la dernière fois, je pense plus que l'immaturité, c'est terrible, parce que les gens se regroupent en plots de cons, et donc après, vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un complot. Mais c'est parce que c'est un flux. C'est-à-dire que tous ces petits ruisseaux font croire qu'il y avait une grande rivière, et tu le vois, hein,
Mais non, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais c'est que des plots de cons. Et donc, dans Hold Up, effectivement, l'idée de dire que tout s'organise pour que les humains soient infantilisés, mais non, c'est pas vrai. Tout est organisé, ou si tu es infantile et que tu restes infantile, c'est normal que tu es infantile. Puisque, de mon point de vue, nous naissons tous infantiles, hein. Donc l'urgence, c'est de maturer. Et les dispositifs de maturation, tu as intérêt à compter sur toi pour maturer. Parce que si tu comptes sur le contexte, eh bien le contexte, c'est des gens comme toi qui vont dire « je m'occupe de vous, je m'occupe de toi, je vais être gentil avec toi, ne t'en fais pas, je vais t'aider et je serai là. Ah mais elle est bien gentille, oh il est gentil lui. » Enfin, le monde est un flux de gens qui se veulent des dominants gentils. Des dominés qui se veulent dominants gentils. Et des dominants gentils qui disent je suis en colère et je vais devenir méchant parce qu'on ne voit pas que je suis un dominant gentil. Alors qu'il s'agit d'être ni dominant gentil ni dominé gentil, il s'agit d'être juste et de se décaler de je te, tu me par la barbichette. C'est je me avec toi, charge à toi de te avec moi. Mais cette écologie de l'autodétermination, il n'y a que des papillons qui peuvent l'incarner. Même s'il y a des milliards de chenilles, il n'y a qu'un papillon qui peut l'incarner. Charge à chaque chenille de vouloir devenir papillon. Et c'est pour ça que Hold Up, c'est pour moi, j'ai beaucoup souffert de me dire, il y a des gens qui pensent intelligemment et d'autres qui pensent, et ces gens-là se bagarrent. Voilà. Même si j'ai entendu des formules très... par exemple, il y a un type qui est assez connu qui s'appelle le professeur Raoult. Eh bien, il n'arrête pas d'essayer de dire mais je veux pas la bagarre, je veux pas la bagarre. Mais plus il dit je veux pas la bagarre, même si je pense ceci ou cela, plus il y a une sorte d'escalade bagarre. Et lui, il se bagarre pour pas se bagarrer. Et c'est pathétique, voilà. Il y a une dernière formule qui dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est un mensonge. Les gens heureux ne font pas d'histoire. Mais ils ont une histoire. Sauf que comme ils s'organisent toujours pour sortir de la marmite, pour pas être dans une marmite, eh bien, tu vois pas qu'ils ont vécu, puisqu'il n'y a pas d'histoire. Ils ont leur histoire, mais ils n'en font pas des histoires. Dès qu'il y a une histoire qui se fait, c'est que la personne est dans la marmite. Je suis clair ? Next one. L'intérêt de ce genre de film, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais l'intérêt quand même de ce genre de film, c'est que les personnes qui se veulent fonctionner de manière autonome et responsable peuvent l'incarner, comme tu dis, c'est-à-dire non pas dire ce que vous dites est absurde, mais c'est à ce que vous dites, je comprends, mais je n'y trouve pas de sens pour moi-même. Voilà. Et à ce moment-là, c'est vrai que des personnes peuvent se mettre encore plus en colère, puisque nous pouvons comprendre que peut-être tous ces groupes de personnes cherchent à rallier un nombre de personnes à leur cause. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de personnes s'irritent avec le professeur Raoult, sûrement, puisque lui, il parle du travail qu'il fait, de ce qu'il se démontre à lui-même, de ce que ses équipes démontrent et de sa propre façon de fonctionner. Il ne cherche pas à créer le Raoult Party, par exemple. Bien, à présent, voici un retour de Paulette qui nous dit « J'ai suivi avec intérêt ce décodage et j'avoue que je m'interroge sur notre espèce qui semble bien immature, sur la durée et encore plus dans notre pays en ces temps troublés certes, mais dont l'histoire regorge. Si l'humanité se doit d'être mature pour fonctionner un minimum et être en mesure de survivre, comment expliquer qu'elle procède de façon immature, que ce soit dans cette pandémie ou encore plus face à l'échéance écologique ? Ne devrait-elle pas désormais avoir intégré ce paramètre comme condition sine qua non de son existence ? Et en choisissant le langage, ne s'accommode-t-elle pas de cette incapacité à savoir être ? La France est un bon exemple, elle qui s'indigne de la gestion de la crise, veut ou pas le masque, veut vivre normalement et refuse pour la moitié les vaccins, cela laisse effectivement perplexe. Bien cordialement, Paulette. Donc,
quand Paulette constate qu'effectivement les gens qui nous gouvernent sont capricieux, sont coléreux, eh bien oui, c'est parce que nous avons élu des gens qui nous demandent d'appartenir à un groupe. Dès qu'il y a appartenance, par définition, on n'est plus identitaire. Voilà. C'est pour ça que les vrais philosophes ne veulent pas faire de politique. Puisque quand tu es un vrai philosophe, tu es identitaire. Donc tu participes de la politique. Mais tu ne veux pas faire de la politique au sens te faire élire. À présent, une question de Laetitia. Bonsoir, pouvez-vous poser les questions suivantes? Qu'est-ce que la liberté pour eux? Qu'est-ce que la loyauté pour eux? Et comment être loyal sans être dans l'appartenance? Merci. La question de tricoter entre la liberté, la loyauté et l'appartenance et l'alliance, c'est que tous les humains commencent leur vie avec une terreur. C'est que s'il n'y a pas quelqu'un dont tu peux dépendre, tu meurs. La dépendance et l'attachement est vital à la survie. C'est pour ça que la liberté n'est pas intéressante. L'important, c'est d'être attaché à quelqu'une. Et c'est ce qui nous sauve de la mort. C'est la maman nourricière. C'est puissant. C'est pour ça que nous sommes viscéralement attachés à cette première instance d'amour qui est la dépendance. Au moment où nous commençons à allonger la laisse, eh bien, nous essayons de nous libérer de cet attachement en espérant qu'il ne sera rien demandé. Le problème, c'est que pour être vraiment dégagé de cette appartenance et de cet attachement, et pour pour accéder à la liberté, il ne suffit pas d'allonger la laisse. Il faut enlever le collier. Sauf que quand tu enlèves le collier, tu acceptes de ne plus être en appartenance. C'est pour ça que les gens préfèrent allonger la laisse et avoir plus de liberté, mais ils ne cherchent pas à être loyaux en enlevant le collier. Quand tu enlèves le collier, tu es loyal. Voilà. Et à ce moment-là, pour nous, l'important, c'est de ne jamais être en appartenance. Et je ne vous cache pas que souvent, nous nous rendons compte que nous avons envie d'être en appartenance. Noël et moi, je parlais concrètement. C'est-à-dire qu'à des moments, effectivement, ça fait 40 et quelques années que nous nous fréquentons, et donc je peux sentir l'élan à vouloir avoir Noël. Mais je marque-boute à ne pas vouloir l'avoir et à vouloir être avec. Et ça, c'est permanent, c'est-à-dire je suis obligé d'être attentif à moi. À ce moment-là, je sens que je pourrais remettre la laisse et que je pourrais remettre le collier. Charge à elle de ne pas avoir de collier. Charge à moi de ne pas avoir de collier. C'est à ce moment-là que nous sommes en alliance et loyaux. Je m'inquiète que nous ne puissions peut-être pas faire toutes les questions vu l'heure tardive, mais en tout cas, une dernière question de Damien. Bonjour, je viens d'écouter votre entretien et je remercie chaleureusement de cette initiative. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter, je me suis bien apaisée vis-à-vis de certaines questions et j'ai beaucoup ri aussi. J'ai une question à vous proposer. Je me mets régulièrement mal à l'aise concernant les questions d'obéissance à tous les protocoles et les indications qui naissent, disparaissent puis renaissent en ce moment. Mais je finis en général par trouver une position qui me convient par rapport à tout cela, soit en me conformant, soit en ignorant, soit en adoptant les protocoles à ce que mes propres limites peuvent supporter. Heureusement, j'ai la chance de ne pas vivre en ville, ce qui me permet d'échapper à de nombreuses interdictions. Mais je suis père d'un garçon de 9 ans, et je m'inquiète de voir ce que le contexte actuel pourrait créer comme confusion dans son esprit en ce qui concerne les notions d'autorité, d'obligation ou même de loi. Aussi, je me demande si à son âge, il est possible de digérer correctement les incohérences auxquelles nous confrontent les différents protocoles et interdictions. Et s'il lui est possible de se mettre à distance quand ils, elles, paraissent sans fondement ou dénués de logique. Sinon, comment puis-je accompagner mon enfant à vivre cela ? Merci d'avance à Claude et à Noël et aussi au Cri de la Chatte. Votre travail est très inspirant. De mon point de vue, qu'un enfant, il va effectivement se retourner vers la personne à laquelle il se réfère, à savoir la mère, le père, à défaut un enseignant ou enfin une personne de référence à laquelle il se réfère. Voilà. La question de la mise à distance, c'est d'allonger la laisse. Alors que ça n'est pas la bonne façon, la mise à distance. C'est plutôt de parler de l'étanchéité. C'est-à-dire que le bateau ne se met pas à distance de l'eau sous prétexte que l'eau pourrait l'infiltrer. Parce que sinon, ce n'est plus un bateau, c'est une épave. Il est en cale sèche, il ne peut plus naviguer.
Donc la vertu de l'étanchéité du bateau, c'est qu'il sait qu'il se mouille. Et il faut se mouiller. Donc quand votre enfant de 9 ans se mouillerait en disant « Mais papa, eh bien, il y a des mots pour dire « Mais chérie, j'ai peur que tu ne saches pas que peut-être que là, ton enseignant était fatigué et qu'il avait peur que les autres élèves et toi-même, vous ne respectiez pas la consigne de... » Donc il y a toujours dans ces anecdotes, dans ces scénettes que l'enfant va ramener à la maison, une opportunité de donner du sens, non pas pour que l'enfant se mette à distance, mais pour que l'enfant s'étanchéise en disant « Oui, je comprends bien que je suis dans une sorte de meute, de chenilles processionnaires, et qu'à ce titre-là, je ne peux que chrysalider. » Mais chrysalider n'est pas une hostilité. C'est un processus d'individuation, de retour sur soi, d'intériorisation de la problématique. C'est à ça, cher ami, que je vous encourage de signaler à votre fils qu'il en a les moyens et que vous êtes fier d'être son père. Je suis très touchée effectivement que des personnes nous posent des questions et je sais que Claude a fait de son mieux pour y répondre. Je m'associe à ces réponses et je vous remercie aussi de nous questionner, ce qui fait que vous nous permettez et vous me permettez de participer au langage social. Voilà. Et j'en suis très touchée parce que je ne savais pas comment le faire sans appartenir à un parti, ce que je ne voulais pas. Et donc là, vous me donnez cette opportunité d'essayer de fonctionner de manière solidaire et individuée. Donc, merci Sandra. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faudrait prendre des rendez-vous réguliers. Non, je ne plaisante plus. Tan Là, je petit plaisante pas, que parce que- Mais là, ça parle, là? Ça parle? Tan petit que Attends, mais danzo. revoyons-nous, Claude, là, parce que... Mais non, mais je vais finir cette Belle question ouais, puisqu'elle est Franzo. facile. Perue de Non, mais Franzo. attends, mais je vais te la faire vite. Ah, mais Celle-là, ti, Quickie. ti, Non, mais c'est- ti, Pas sûr que moi, Je veux bien faire un quickie, sauf qu'il ne faut Ah, pas que vous tadam, m'interrompiez tadam, dès que je le petit. fais. Parce que sinon,